Bonjour et bienvenue sur AMTV. Au sommaire de ce JT, une conférence du directeur général d'Airparif, une réflexion juridique et technique importante sur l'impression 3D et la propriété intellectuelle, une interview de Laurent Blanchard, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, et enfin un témoignage sur un camion autonome. 15 000 litres d'air par jour, c'est ce que respire en moyenne un homme, détaille Frédéric Bouvier, directeur général d'Airparif, en préambule de sa conférence qu'il a donnée à Iéna sur le sujet de la pollution atmosphérique. Écoutez ce bref extrait sur les derniers travaux scientifiques en cours chez Airparif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait pour quantifier l'ensemble des sources d'émissions qu'on avait sur un territoire. Et donc c'est des calculs qui sont faits avec des ABAC, avec des travaux de recherche qui permettent de faire ces calculs. Mais à Airparif, on aime bien vérifier un petit peu les choses. Donc aujourd'hui, on fait des travaux avec les industriels. On récupère leurs données de mesure à l'émission des cheminées et on les compare avec les données qu'on utilise qui sont déclarées dans une base GREP, pour ceux qui connaissent. Au niveau agricole, on travaille avec l'INRA pour regarder qu'est-ce que va émettre un champ quand on fait des épandages d'engrais en termes d'ammoniac, puisque ça va avoir des impacts sur la pollution. Et on a commencé depuis 2016, depuis 2 ans, à faire des mesures à l'émission des véhicules. Donc, vous regardez ce qui sort d'un pot d'échappement quand le véhicule roule pour de vrai. C'est tout bête. Nous, on a dit, c'est vachement bien ce qu'il y a sur les bancs, parce que ça permet de comparer un véhicule dans des conditions complètement identiques, et donc de comparer un véhicule les uns par rapport aux autres, c'est très important. Là, ils sont en train d'évoluer dans leur réglementation, et donc il y a une réglementation qu'on appelle RDE qui regarde beaucoup mieux ce qui va se passer réellement, mais néanmoins on est encore dans des conditions qui sont réglementées. Et nous on a dit, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe tous les jours, quand monsieur et madame Dupont roulent avec leur voiture, quand la météo, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Et donc on a commencé à faire des mesures de faisabilité. Donc à titre d'illustration, vous avez ici un petit graphe qui montre ce qui se passe sur un véhicule diesel, c'est des nombres de particules. Donc tout va très bien en situation réelle, et puis là tout à coup, on n'a pas le détail, mais on pense qu'il y a la régénération du filtre à particules. Donc on voit qu'il y a des choses particulières. Et donc actuellement, on est en train de travailler avec Île-de-France Mobilité pour faire des mesures à l'émission des bus, pour comparer les émissions entre des bus Euro 4, des bus Euro 6. Et donc c'est tout un travail qui va débuter dans les prochaines semaines. Et avec la particularité, à nouveau, parce qu'on est un peu taquin, on a dit mais on ne veut pas prendre un bus vide, on veut prendre un bus qui fait son trajet classique, et on veut l'équiper pour qu'il fasse des mesures toute la journée. Donc là, d'abord, on a été voir les fabricants d'appareils, là que vous voyez ici. On leur a dit voilà ce qu'on veut faire. Ils nous ont dit c'est pas possible, parce que l'appareil il est fait pour marcher pendant 1 heure, et puis après on retourne au labo et puis on analyse, etc. Et donc on a fait tout un travail là depuis 6 mois pour industrialiser un nouveau système où en fait on va avoir des systèmes de packs de batteries et autres qui vont être mis dans le bus, et on va avoir 8 heures d'autonomie. Et donc en fait l'opérateur du bus va brancher le soir son bus pour le recharger, le débrancher le matin et faire sa tournée classique avec des usagers classiques, avec ses arrêts, redémarrages, etc. pour effectivement voir ce qui se passe dans une situation réelle, avec des campagnes de bus qui vont durer entre 15 jours et 3 semaines en continu. À l'occasion du Salon Entreprises du Futur qui s'est tenu au Centre des Congrès de Lyon, Jamel Kamès a rencontré Laurent Blanchard, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, qui s'est confié à son micro sur la plateforme de Dassault. Aujourd'hui, on parle beaucoup de plateformes, et Dassault Systèmes en a une qui s'appelle 3D Experience. Donc, pouvez-nous la décrire et qu'est-ce qu'on y trouve ? Derrière votre question, je décèle peut-être une interrogation pour ne pas dire autre chose. Donc, d'abord, il faut bien comprendre que l'économie dans laquelle on est n'est plus une économie du produit, où toute la valeur était sur le produit. On est passé à une économie de l'expérience, où en fait, ce qui est important, c'est l'expérience que vous allez avoir, vous, en tant que client, consommateur, citoyen, patient. Et donc, il est important, dans cet environnement-là, de faire en sorte que la conception, la fabrication, la vente, le marketing, l'après-vente soient travaillés à l'unisson pour fournir cette expérience-là. Sinon, vous allez passer à autre chose. Et le sous-jacent, l'élément nécessaire à cela, c'est des plateformes digitales. Parce que pour faire en sorte que la conception travaille avec la fabrication, que la fabrication intègre, donc la conception intègre les problématiques que la fabrication peut avoir, mais que les commerciaux intègrent les informations peut-être que la conception peut avoir, aujourd'hui, ça se passe assez mal. Ce sont des environnements assez isolés, pour ne pas dire autre chose. Et là, c'est une vraie plateforme qu'il faut. Donc, ce sont des plateformes digitales. Nous nous positionnons Dassault Systèmes avec la 3D Experience Platform, dont l'objectif est de permettre un modèle unique de données qui va être partagé
au niveau de la conception, on nous connaît, la CAO, on a grandi avec ça, mais qui va également sur la fabrication. C'est-à-dire qu'on est capable de faire en sorte que lorsqu'on va projeter les outils de fabrication dans le shop floor, on va pouvoir se dire l'objet, le produit que je vais concevoir, est-ce que je peux le produire ou pas ? Et si je veux garder ces caractéristiques de ce produit que je ne peux pas produire, comment je vais modifier mon outil de production ? Jusqu'à aller vous mettre, vous, client potentiel, dans une situation où vous allez pouvoir vivre, toucher le produit alors qu'il est encore virtuel. Donc voilà cette plateforme, voilà la notion de la 3D Experience Platform. Toujours sur le salon Entreprise du Futur, nous avons rencontré Stéphane de Cresquer, directeur général de Volvo Group Espagne, qui nous parle des expériences réalisées autour de camions autonomes. Passionnant. Volvo expérimente des camions autonomes. Pouvez-vous nous dire où en est donc l'évolution de ces camions-là ? Donc effectivement, on a été les premiers sur le marché à faire un test en live d'un camion autonome. Et ce test a eu lieu dans une mine qui est en Suède, à 1500 mètres de profondeur, où en fait on fait des extractions de charbon. Et ce camion fonctionne 100% autonome. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'en fait, quand vous avez une explosion de charbon dans une mine, en fait, il faut attendre 2-3 heures que la poussière redescende avant de pouvoir charger le camion et donc que le conducteur mette ce charbon en dehors de la mine. Là, avec un camion autonome, vous n'avez pas besoin d'attendre ce temps que la poussière baisse, et donc avec des systèmes laser et dans un parcours qui est prédéfini, le camion peut travailler tout seul, donc vous augmentez énormément votre productivité. Donc ça, c'était le premier exemple en live. Le deuxième exemple en live, c'est qu'on a fait un camion qui prend les ordures dans la rue. Donc le camion arrive avec le chauffeur en haut de la rue, le chauffeur descend et le camion suit le chauffeur qui va donc mettre les poubelles dans la benne à ordures sans qu'il n'y ait personne dans la cabine, en évitant tous les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin. Troisième exemple, on a fait un camion aussi qui est capable de prendre les cannes à sucre au Brésil et qui, par un parcours millimétré et autonome et guidé par GPS, en fait, passe par un chemin qui évite d'écraser les jeunes pousses des cannes à sucre. Quatrième exemple, c'est le dernier. Pour l'instant, on fait un camion autonome qui prend un conteneur dans le port de Pékin pour le déplacer d'un point à un autre, tout ça en autonomie. Donc on est vraiment maintenant à un âge mature où on a la technologie pour la conduite autonome dans un environnement fermé ou semi-fermé. Pour passer plus en avant sur l'autonomie du camion, il faut que les gouvernements se mettent d'accord, il faut que la régulation au niveau européen soit définie, il faut que le protocole de communication avec tous les véhicules dans le flot de circulation soit évidemment établi. Et puis après, il y a un problème légal, c'est-à-dire que le jour où il y aura un accident, qui est responsable ? Le camion, le fabricant, les acteurs de la route, la société d'assurance, les pouvoirs publics. Donc il faut que là aussi, il y ait des questions qui soient définies avant d'aller plus en avant. Mais la technologie existe, donc ce n'est plus un problème technologique d'avoir des véhicules autonomes. Les technologies de fabrication additive se développent dans toute l'industrie. Toutefois, se pose la question de l'impression 3D et de la propriété intellectuelle. Un sujet qui a fait l'objet d'une conférence à Iéna. Écoutons Christian Lestanc, avocat, dresser un panorama très complet sur le sujet. Propriété intellectuelle, pour faire bref, 4 pilotis qui impactent ces questions d'impression 3D. Problème de droit d'auteur, parce qu'il s'agit d'œuvres qui peuvent être répliquées, et donc qui posent des problèmes juridiques à propos de la propriété littéraire et artistique des dites œuvres. Problème de droit des brevets. Il se peut qu'il y ait des pièces détachées, des éléments, des produits qui soient assujettis à des problèmes de brevets. Il faudra savoir qui peut faire quoi et dans quelles conditions. Des problèmes de modèles qui sont assez voisins. C'est l'apparence des produits, c'est la manière dont on peut présenter des choses, en ce compris d'ailleurs des pièces détachées. Et là aussi, si l'on peut faire ces objets-là avec de l'impression 3D, quel type de droit et quelles conséquences cela pourrait avoir. Et puis une curiosité qui est que quelquefois, des objets issus de l'impression en 3 dimensions sont objets de droit de marque, soit parce que l'objet lui-même porte une marque sur lui, on a marqué Coca-Cola dessus de façon gravée par exemple, ou peut-être tout simplement parce que c'est la forme tridimensionnelle qui elle-même est l'objet d'une marque, comme la bouteille de Perrier par exemple. Et puis nous verrons en conclusion qu'il peut y avoir des
collisions, des cumuls de ces complications. Et c'est ainsi que s'achève notre JT. Merci de votre fidélité et à très bientôt.